Donc bonjour à tous, donc vous êtes encore dans un nouveau webinaire de l'école Grey Scott. Alors là, c'est un webinaire un petit peu spécial. C'était pour clore la fin de tous les webinaires de l'école. Donc comme chaque année, je fais un retour de la GTC. Et là, comme on va aussi parler un petit peu de choses qu'on va présenter un peu à l'école, on s'est dit que ça pouvait être pas mal de rajouter ça dans les webinaires de l'école. Donc pour rappel, l'école Grey Scott, donc ça sera du 1er au 12 juillet 2024 à Annecy, au LAP. On va parler d'architecture CPU, GPU, de pression de calcul, de profilage, profilage mémoire, profilage des calculs, en C++, en Rust, en Fortran, en Python. On va faire du SQL, on va faire du CUDA, du F, du NumPy, du NV Fortran, du OpenACC, du QNumeric, du Legate, du PyTorch, du JAX. Donc plein de choses. Donc au LAP, vous pouvez vous inscrire donc, pour venir en présentiel chez nous. Donc là, si mes chiffres sont justes, vu qu'on vient de réviser, il doit y avoir 2 places de libre encore, à peu près. Donc c'est comme c'est limité à 32 places pour le coup, inscrivez-vous vite si vous voulez venir. Alors si vous pouvez pas venir pour une raison quelconque, dites-le nous aussi. Comme ça, on a une liste d'attente, ça permet de faire venir quelqu'un qui pourrait pas forcément venir autrement. Donc dites-le surtout. J'ai une petite annonce aussi par rapport à ça, c'est que on va vous offrir le repas à midi. Donc, c'est aussi, nous, on a déjà fait toutes les commandes, hein, donc si vous pouvez pas venir, vous nous le dites, parce que comme ça, on peut faire venir quelqu'un qui pourra profiter de ça aussi. Aussi, tant que j'y suis, les bus à Annecy seront gratuits pendant la durée de l'école. Donc, ça peut aussi jouer si vous avez des missions à faire, des choses comme ça. Voilà, a priori, les bus seront gratuits. Et donc, on fait beaucoup de pubs pour les sites satellites. Donc, l'idée des sites satellites, c'est d'avoir des sites qui sont proches de chez vous, potentiellement, qui vont aussi vous fournir de la puissance de calcul, histoire de pouvoir suivre l'école sans vous déplacer trop, avec des personnes qui seront sur place pour vous aider. Donc, voilà, ça permet aussi de faire connaître l'école pas mal et puis de pouvoir faire découvrir aussi les centres de calcul à travers la France et la Belgique et le Maroc et le Sénégal maintenant, parce qu'on a aussi un site satellite au Sénégal. Maintenant, on en a 11. euh, et il y en a encore d'autres qui sont en discussion, donc normalement ça devrait se finaliser assez vite, normalement, parce que l'école est dans moins d'un mois quand même. Et la dernière modalité d'inscription, c'est en distanciel à la carte, donc on va tout restreamer sur YouTube. Donc après, vous pouvez choisir de suivre les cours qui vous intéressent, alors sachant que l'école est un tout. Donc, quand on parle d'un cours X, il va très certainement parler un peu du cours Y, hein, parce qu'il y a un moment, on a monté les cours ensemble. Donc voilà, si vous suivez que les cours qui vous intéressent, a priori, vous allez rater pas mal de choses à côté, mais bon, ça, on n'a pas forcément le temps de tout suivre. Et sur ce, bah, je me donne la parole à moi-même et je vous souhaite un bon webinaire. Donc le webinaire d'aujourd'hui, c'est donc comme tous les ans maintenant, donc un retour de la GTC. Alors là, ça va être un petit peu spécial parce que 2024, il s'est passé beaucoup de choses. Donc, comme Sébastien m'a fait promettre de ne pas faire plus d'une heure et quart, en fait, on va faire 2 webinaires. Donc, ce webinaire-là, donc sur le retour de la GTC, une première partie. Donc, la GTC, c'est GPU Technical Conference, c'est la conférence de NVIDIA de l'année où toutes les nouveautés sont présentées. Et c'est une très, très grosse conférence. Donc là, il y a 1080 présentations pendant cette conférence. Moi, j'en ai vu à peu près 90. Et comme il y a énormément de choses et que le passage à l'échelle est assez fou, on s'était dit que ça serait pas mal d'avoir un petit résumé de ce qui s'était passé avant. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc là, on va parler de hardware, de toute l'évolution de 2020 à 2023, toutes les nouveautés qu'il y a eu, avec les compilateurs, avec toute la pile qui va derrière, et aussi des retours d'expérience sur ces matériels-là, hein, donc jusqu'à 2023. Donc, ils sont maintenant en production cette année. Donc, ça, c'est des retours de 2024 sur du matériel de 2023 et avant. Donc, chose qu'on n'a pas forcément eu le temps de faire les autres fois. Et je vous mets aussi le lien des keynotes ici, donc où Jensen fait son show et c'est génial. Donc je vous laisse regarder si vous avez envie de voir ça. Donc sachant que le but de ces 2 webinaires, en fait, c'est pas de vous résumer les keynotes. Ça, vous pouvez les regarder, c'est 2 heures, c'est génial, c'est magnifique. L'idée, c'est vraiment d'aller beaucoup plus loin et de résumer vraiment les présentations qui sont derrière. Si vous regardez que les keynotes, vous ratez 97% de la conf. Donc moi l'idée c'est de vous présenter un peu ce qu'il y a derrière. Alors, les keynotes, je vais en parler, mais ça va être même pas 10 minutes.
sur les deux webinaires qui sont là. Donc pour commencer, on va planter un peu le décor avec ce qu'on appelle le top 500 et le Green 500. Le top 500, c'est vraiment le top des plus grosses machines de calcul dans le monde. Donc tous les États rivalisent pour avoir la meilleure machine, voilà, toujours ce genre de choses. Et le Green 500, c'est un peu la même idée, mais on veut des machines qui sont très efficaces du point de vue énergétique, donc qui calculent beaucoup, mais qui consomment peu par rapport à ce qu'elles calculent. Et on va faire un petit retour en arrière en 2022. Donc le top 500, ça ressemble à ça. Donc vous avez les petits carrés, c'est la dernière machine du top 500. Les triangles, c'est la première. Et les petits ronds, là, c'est la somme de toutes les machines du top 500. Donc là, on a le top donc de 93 à fin 2022. Et on peut voir ce que ça donne en extrapolant un petit peu les choses, hein. Donc bon, c'est globalement une croissance exponentielle, ça pour le coup, c'est assez acquis. Mais une chose qu'on peut faire, c'est dire, bah, prenons un centre de calcul là-dedans, par exemple Titan en 2012, qui était le top 500 du 2012. Donc là, c'est 20 pétaflops, donc 20 millions de milliards d'opérations par seconde quand même, et 7 mégawatts en consommation électrique, donc ce qui est quand même beaucoup, mais c'était quand même le meilleur de l'époque. Quand on commence à avancer un petit peu dans le temps, on remarque deux petits triangles en 2022, en novembre 2022. Et ces deux petits triangles, ce sont les deux premières machines exascale, donc qui passent l'hexaflop, donc le milliard d'opérations par seconde. Et ça, c'était en novembre de l'année dernière, enfin il y a 2 ans, donc enfin il y a un an et demi même d'ailleurs, vu que là on est quand même assez tôt dans l'année. Donc à peine plus d'un an et demi. Et pour le coup, on a galéré pour arriver jusqu'à cette échelle-là. C'était vraiment le but à atteindre depuis les 10 ans précédents. C'était comment faire pour atteindre l'hexaflop. Et il y a un an et demi qu'on a passé ça. Et pour le coup, c'était très difficile. Et c'est bien d'avoir ça en tête quand on a tous les chiffres qui arrivent maintenant. Donc on va revenir un petit peu dans le passé. Donc on va regarder donc toujours le top de novembre 2022. Donc pour vous donner une idée, donc là on a le top 10 des machines du top 500. Donc ça ressemble à ça. Vous pouvez aller voir sur le site du top 500 si vous êtes curieux. Et un petit constat qu'on peut faire, c'est que sur les 10 machines, il y en a 8 qui utilisent des GPU. Alors, des Nvidia, des AMD, peu importe, chacun prend les architectures qu'ils veulent, mais globalement, c'est les architectures des GPU qui dominent. Et les machines qui restent, alors ce sont des CPU, mais ce sont des CPU un peu spéciaux. Donc, la deuxième, là, on est sur du ARM, donc c'est typiquement le genre de processeur que vous avez dans vos téléphones, sauf que ça, c'est un ARM qui est taillé pour faire du calcul, donc c'est un ARM qui est extrêmement bourrin. Donc ça court pas les rues non plus, d'architecture, surtout en 2022, ça courait pas tant les rues que ça. Et là, vous avez ce nom horrible SW26010, c'est un processeur chinois qui a été fait pour le Sunway Tahulat, qui était top 1 aussi quelques temps avant ce top-là. Donc c'est quand même des architectures qui sont assez spécifiques quand on n'est pas sur du GPU, et même la partie GPU, elle est quand même pas, enfin, elle est vraiment pas triviale à mettre en place, quoi. Si on regarde le Green 500, donc, pareil, novembre 2022, on regarde ce que ça donne. Donc là, vous voyez, bon, c'est pas du tout le même ordre, hein, évidemment. C'est pas forcément du tout les mêmes machines non plus, parce que ça dépend ce que les constructeurs veulent optimiser. Là, pour le coup, il n'y a pas vraiment de doute. Il n'y a que des machines GPU. Et pour le coup, effectivement, en termes de consommation et en termes de calcul, bah, on peut difficilement faire mieux. Mais après, vous allez voir, c'est pas si facile que ça à utiliser. Et vu la complexité des architectures GPU, c'est aussi pour ça qu'on fait cette petite présentation, c'est pour vous montrer aussi à quel point c'est une grosse galère à programmer. Alors, sans rentrer dans le détail, hein, l'idée, c'est pas de faire de la technique, mais de vous transmettre un peu aussi la galère que c'est et pourquoi bah, c'est un métier à part entière, justement. Donc, on va revenir un petit peu dans le passé et on va parler un petit peu de hardware maintenant. Donc, en 2020 sort Ampère, l'architecture Ampère, donc, qui ressemble à ça. Donc, ça, c'est une carte, une A100 SXM, donc généralement, quand il y a des cartes qui sortent chez Nvidia, vous avez la version SXM qui est la version vraiment surboostée pour faire du calcul, et vous avez la version PCIe qu'on peut mettre dans des centres de calcul bah, sur des ports PCIe classiques. Donc, n'ont pas forcément les mêmes performances. Et bah, comme d'habitude, je vais vous présenter les performances de la SXM parce que c'est de bonne guerre.
Donc c'est une architecture qui date quand même un peu, hein, ça fait 4 ans. On est en 7 nanomètres en finesse de gravure. Compute Cavities 8 pour la programmation. 108 streaming de processeur, on verra ce que c'est après. 6912 cœurs si vous devez retenir quelque chose. Un pic de performance à 19 teraflops sans les tensor core. Donc ça c'est en float. En double précision, on est plutôt à 9,5. Mais sans, on verra les tensor core après. Entre 40 et 80 gigas de mémoire, il y a deux versions, une à 40 et une à 80. Donc celle qui est sortie en mai et celle qui est sortie en novembre, bah, c'est pas les mêmes capacités. 1,3 teraoctets de bande passante, donc c'est par seconde, donc c'est quand même très très rapide déjà pour l'époque. DNVLink, donc pour connecter des GPU entre eux, pour avoir une connexion qui est plus efficace. Donc là, on est à 600 gigaoctets par seconde. Du MIG, donc du Multiple Instant GPU. Donc là, c'était la première fois qu'on avait ça aussi dans un GPU. Donc l'idée du MIG, c'est d'avoir un GPU qui est très puissant, hein, comme je viens de vous le montrer, mais qu'on peut découper en petits morceaux de manière hardware si on en a envie. Pour faire de l'inférence, par exemple, ou pour avoir tout simplement des plus petits GPU. Donc ça, on peut couper à 100 jusqu'à 7 morceaux. Donc on peut vraiment faire comme si c'était 7 GPU et ça scale bah, comme la carte complète. Donc pour le coup, ça fonctionne plutôt pas mal. Et bah, c'est quand même beaucoup pour un port PCIe, hein, vu la bande passante qu'on a. Donc il y a eu des mises à jour qui ont été faites de ce point de vue-là, et on va y aller tout de suite. En 2021, une petite évolution aussi. Donc là, classiquement, quand on veut lire des données sur un disque, donc un disque SSD par exemple, classiquement, ce qu'on fait, c'est que c'est le CPU qui va lire les données et qui va les envoyer au GPU. Ce qui est un peu dommage parce qu'on se doute quand même que le CPU a peut-être des choses plus importantes à faire, peut peut-être préparer des données ou faire d'autres calculs pour gagner du temps pour la suite. Et le monopoliser pour faire juste du transfert, c'est pas forcément très efficace. Donc en 2021 sort le GPU Direct Storage où le GPU est capable directement de lire des données sur disque. Alors si possible des disques rapides, hein, autrement c'est pas forcément pertinent, mais voilà, c'est quelque chose qui fonctionne. Donc pour rappel, les PCIe, donc génération 3, on est à 16 gigas par seconde. Génération 4, on est à peu près à 26. Et génération 5, on est à peu près à 52. Alors, ça change un petit peu suivant les constructeurs, mais globalement, les ordres de grandeur sont à peu près là. Ils ne sont pas tous d'accord, mais c'est à peu près ça, globalement. Et donc, ça permet de faire déjà des choses. Ensuite, on a une autre mise à jour en termes de compilateur, donc, dont on parle régulièrement à l'école aussi. C'est donc en 2021, on a eu NVC++, et en 2020, mais ça s'est beaucoup démocratisé en 2021. NVC++ qui s'est mis à faire du C++17. Donc on peut utiliser des ST Transform, des STD Forage, enfin tous les algos C++ classiques. Donc ce qui permet de faire pas mal d'optimisation simplement. Et la partie Fortran, donc ça serait plutôt NV Fortran, lui qui gère le do concurrente aussi, donc pour la partie parallélisation, et ça c'est bien. Et une grosse nouveauté qu'on a eue, c'est le STDPAR qui permet de compiler directement du C++17 ou du Fortran 2008 sur GPU, sans passer par toutes les bibliothèques tierces qu'on peut avoir et d'autres langages comme CUDA ou des choses comme ça. Là, c'est vraiment le compilateur qui fait son boulot et pour le coup, c'est un bonheur à utiliser et c'est aussi pour ça qu'on fait l'école, c'est pour vous montrer ça. Donc ça, c'était la situation en 2021 et on a aussi bah, le grand classique, hein, donc les compute capabilities qui ont été un peu boostés aussi. Donc là, c'est du Pascal ou plus, donc Pascal 6, Volta 7, Turing 7 et Ampère 8 et Hopper 9, mais on verra ça après. Donc, pour les plus vieilles architectures, donc Kepler par exemple, pour les K80 ou des choses comme ça, bah, ça ne fonctionne pas. Cette méthode ne fonctionne pas, ce qui est un peu dommage. Mais on peut toujours faire du NVCC, donc du bon vieux CUDA des familles, avec le CUDA Arch pour savoir quelle architecture on a. Le host device est global, donc ça c'est pareil, c'est assez générique. Le petit problème de ça, quand on fait le constat de ce qui se passe, c'est que bah, si NVCC, vous lui dites ST transform, bah, il dit qu'est-ce que c'est que cette horreur. Et si NVC++, vous lui dites host device et global, il vous dit qu'est-ce que c'est que cette horreur. Ce qui est un petit peu embêtant parce qu'on aimerait bien des fois mixer les deux, parce que les ST transform c'est bien, mais des fois on veut avoir un peu plus la main sur ce qu'on fait. Et pouvoir mixer les deux, ça peut être important, ça peut être intéressant dans certains cas. Et donc pour ça, donc le plan 2022-2023, c'était de dire NVC++, en fait, il va être capable, bon déjà de faire du C++20. Alors c'est pas tout à fait vrai. Il y a plein de choses qui fonctionnent, hein, on ne peut pas leur enlever ça, mais il y a encore des petits trucs qui sont pas encore complètement au point. Et du Fortran 2020 et plus.
Donc là, pareil, c'est aussi en cours. Il y a des choses qui existent, mais il n'y a pas de tout. Pour le coup, c'est quand même beaucoup de boulot à implémenter. Donc, même en 2024, il n'y a pas encore tout. Mais quand même, il y a beaucoup, beaucoup de choses et on peut déjà faire pas mal de choses avec. Et c'est ça qu'on va justement faire à l'école aussi. Donc, ils voulaient rajouter des stencils. Alors, très, très simple. Donc, c'est un motif d'accès, hein. Typiquement, si vous avez une case mémoire et que vous dites, bah, moi, pour faire mon calcul, j'ai besoin de la case d'à côté, droite, gauche, haut, bas, pour faire un calcul, bah, c'est ce qu'on appelle un stencil, en fait, en calcul. Donc, ils voulaient rajouter ça. On peut faire des choses, mais c'est pas encore super optimisé. Mais il y a un début de quelque chose. Mais bon, les versions d'après, ça sera certainement mieux. On a la mémoire unifiée automatique. Donc, ça, on va en parler parce que pour le coup, ça fonctionne très bien. Les hosts et les devices, donc le host, c'est la machine hôte, donc c'est typiquement le CPU, et le device, bah, c'est le GPU, c'est le jargon qui va bien. Donc là, l'idée, c'est de les déterminer automatiquement, donc sans avoir à dire est-ce que c'est host ou device ou global. L'idée, c'est que le compilateur se débrouille tout seul. Donc pareil, là, il s'en sort plutôt bien aussi. Alors des fois, c'est bien de lui donner des informations, mais globalement, il s'en sort bien. Donc, on n'a plus besoin de mettre des hosts et des devices pour que ça fonctionne. Et donc pareil, ça simplifie aussi pas mal le développement là-dedans. Le CUDA Arch est remplacé par un if target parce que c'est plus C++esque. Donc ils ont fait cette mise à jour que pour le coup, bah, j'ai pas testé. Donc je peux pas vous dire si ça marche parce que j'ai fait plein d'autres choses, mais j'ai pas eu le temps de tester ça. Mais on peut toujours utiliser les host devices et global parce que bah, on peut toujours avoir besoin de reprendre la main sur ce que fait le compilateur pour l'aider s'il y a des cas un petit peu compliqués qu'il n'arrive pas à gérer. Donc ça, pareil, c'est pas forcément encore complètement supporté, même dans la version 2024, mais ça va arriver de toute façon, c'est le plan. Et une fois qu'on a ça, donc on a aussi la partie Fortran, donc où on a plein de kernels, donc tous les calculs classiques qu'on peut faire en Fortran, les matmules et compagnie, tout ça peut être utilisé sur GPU de manière standard. Et pour le coup, en 2020, quand c'est sorti, j'étais très jaloux parce que bah, en C++, on pouvait pas faire ça. Et pour le coup, c'était assez fort. Tous les Fortraneux étaient contents. C'est pas Vincent qui va me contredire là-dessus. Ensuite, en termes de paradigme, on a eu quelques évolutions aussi, alors qui sont pas complètement appliquées maintenant pour des raisons que vous allez comprendre très vite. Par défaut, les compilateurs, ils compilent de manière scalaire, c'est-à-dire qu'ils font un calcul à la fois. Il n'y a pas de vectorisation ou de choses comme ça compliquées. Ils compilent sur un seul thread, donc il y a un seul thread qui va être exécuté dans un process, donc on va typiquement utiliser un seul cœur de la machine, ce qui est un peu embêtant quand on a plein de cœurs à disposition, et on va exécuter tout dans l'ordre, ce qui est à peu près bah, les pires choix à chaque fois pour avoir de la performance. Et pour le coup, c'est important de rappeler aussi que sur les machines récentes, si on a 64 cœurs et qu'on vectorise 16 fois, on utilise moins de 0,1% du pic de performance de la machine si on fait ça. Donc, comme réglage par défaut, c'est vrai que bon, on peut quand même dire que c'est inacceptable en 2024. Déjà en 2020, 2021, c'était pas terrible. Là, vraiment, faut commencer à faire les choses bien. Et donc, pour pallier à ce problème, l'idée, c'était que la nouvelle compilation par défaut, ça soit vectorisé. Donc, on utilise toutes les unités de calcul d'un cœur par défaut. On gère aussi la partie multithread, donc c'est-à-dire qu'on va utiliser potentiellement tous les cœurs, donc toutes les unités de calcul dans un cœur et tous les cœurs, donc on sent qu'on utilise déjà beaucoup mieux les choses, et l'exécution dans le désordre, histoire d'être sûr qu'on a vraiment l'exécution optimale pour, pour le programme. Donc pour le coup, le compilateur doit être beaucoup plus malin, ce qui est un problème pour les gens qui développent les compilateurs, parce que c'est très difficile de développer un compilateur. Mais par contre, derrière, pour les utilisateurs, pour les développeurs, bah, c'est beaucoup mieux parce qu'ils n'ont pas à se préoccuper de ce genre de choses. Alors, il y a eu pas mal de pas qui ont été faits dans ce sens-là, avec le C++17, 20 et 23, avec les deux concurrentes en Fortran. Donc, il y a pas mal de choses qui avancent, mais c'est toujours pas par défaut. Il faut quand même lui demander gentiment pour qu'il le fasse ou mettre les bonnes execution policy quand on fait du C++ ou ce genre de choses. C'est pas complètement automatique, mais il y a quand même des premiers pas qui sont faits dans ce sens-là. Donc ça, c'est pour les évolutions, mais on va continuer. Donc ça, c'était pour 2022-2023. C'est pas encore complètement intégré, mais voilà, on a quand même une bonne base pour avancer. Il faut quand même expliciter les choses de temps en temps, mais on a une bonne base. Donc en 2022, on a Hopper qui est sorti. Donc Hopper, c'est ce GPU-là. Donc, on a une génération de plus.
Donc là, on a toujours la version SXM5 et la version PCIe. Et comme d'habitude, je vais vous présenter la version SXM5 parce elle est plus puissante et c'est celle que tout le monde présente. Mais potentiellement, vous utilisez certainement des PCIe et pas des SXM5. Donc là, on est en 4 nanomètres en finesse de gravure, Compute Capabilities 9, 132 streaming multiprocesseurs, donc 8448 heures 48 cœurs. Donc on a vraiment augmenté un petit peu aussi la puissance par rapport à Ampère. 80 Go de mémoire et 3 Teraoctets de bande passante. Donc là, pour le coup, 3 Teraoctets par seconde de bande passante. Donc là, c'est beaucoup plus rapide que ce qu'on avait avant. Des NVLink génération 4. Donc là, on est à 900 Go par seconde quand on connecte les hoppers entre elles. C'est beaucoup plus rapide. Et le mix génération 2, donc le multiple instant GPU. Donc comme avant, on peut découper le hopper en plusieurs morceaux. Et là, on a le confidential computing. Donc c'est pour nous rappeler que maintenant, quand on fait des instances, une instance peut pas espionner ce que fait celle d'à côté. Au passage, on se rend compte que dans les ampères, en fait, quand on coupe une ampère en petits morceaux, quand on est dans une instance, on peut espionner ce qui se passe à côté. Bon, c'était bien de le savoir, mais du coup, là, on le sait. Parce qu'avec la génération d'après, ils montrent les choses qu'ils ont réglées. De la même manière, quand on fait du décodage image ou vidéo, si on coupe une A100 au maximum, toutes les instances ne peuvent pas forcément décoder les images et les vidéos. Sur une H100, c'est possible. Pareil, c'est aussi le genre de choses à prendre en compte maintenant qu'on a l'information. Et il y a beaucoup de précisions de calcul qui sont gérées par la H100 et on va faire un petit résumé de la situation parce qu'il faut reconnaître que là, ils sont allés un petit peu loin. Donc, quand on fait du calcul flottant, on a un signe pour dire est-ce qu'on est positif ou négatif, un exposant, donc c'est comme en notation scientifique, hein, et une mantis pour avoir la précision. Donc c'est vraiment, sauf que l'exposant c'est une base 2, c'est pas une base 10, mais c'est vraiment très très proche de la notation scientifique. Donc on va commencer par les grands classiques, les flots de 64 qu'on appelle des doubles généralement. Donc c'est 52 bits de mantis, 11 bits d'exposant, un bit de signe. Quand on fait du calcul, on s'en sert quand même régulièrement. Les floats de 32, donc 23 bits de mantis, 8 bits d'exposant et un bit de signe. Donc là, pareil, quand on fait du traitement du signal ou des choses comme ça, si on n'a pas besoin d'une précision de fou, généralement, c'est plutôt ce qu'on utilise par défaut. Et après, on commence à arriver dans les types un peu exotiques. Il y a les Tensor de 32, avec 10 bits de mantis, 8 bits d'exposant et un bit de signe. Donc, si on se réfère à la nomenclature, ça serait plutôt des floats de 19, mais c'est pas très sexy. Donc, on appelle ça des Tensor de 32. Parce que c'est quand même vachement plus classe que le float 19. On a les floats 16, 10 bits de mantis et 5 bits d'exposant. Donc là, on se rend compte maintenant que les tensor float 32, en fait, c'est la frontière parfaite entre les floats 32 et les floats 16, hein. On a l'exposant du float 32, mais la mantis du float 16. C'est pour ça aussi que ça s'appelle les tensor float 32. Ensuite, on a les brain float 16. Donc là, on a 7 bits de mantis et 8 bits d'exposant. Et on a les float 8, parce qu'il y en a deux. On a le E5M2 qui, comme son nom l'indique, a 5 bits d'exposant et 2 bits de mantis. Et le E4M3 qui a 4 bits d'exposant et 3 bits de mantis. Et ça fait beaucoup. Et donc là, les H100 gèrent tout et les A100 gèrent jusqu'au BrainFloat 16. Et après, bon, il y en a encore moins si on remonte. Donc il n'y a pas les TensorFloat, par exemple, dans les Volta ou des choses comme ça, parce que ça n'existait pas encore. Donc ça fait beaucoup quand même. Une chose qu'on peut noter, c'est qu'on a les FMA, donc les Fuse Multiply Add pour les floats 64 et les floats 32. Donc un Fuse Multiply Add, c'est quand vous avez une multiplication suivie d'une addition. L'addition est gratuite. Alors si vous avez le droit de vous en servir, si vous avez des valeurs qui sont bien conditionnées, si vous avez lu la doc, hein, donc voilà, c'est toujours pareil, il ne faut pas s'en servir n'importe comment, mais c'est ultra puissant quand on est dans le cas où on a le droit de s'en servir parce qu'on a fait attention. Donc pour le coup, ça vous fait une multiplication plus une addition qui coûte le prix d'une multiplication. Donc l'addition est gratuite si vous voulez. Et parallèlement à ça, comme on a énormément de précision, en fait, il y a une partie du device qui va gérer automatiquement la précision pour changer de type de précision qu'on veut, pour garder la précision du calcul à la fin qu'on demande. Ça, c'est activé de manière hardware que si on le demande et c'est pas activé par défaut, hein. Mais pour le coup, la précision mixte, généralement, on fait ça avec deux types de précision différents. Par exemple, on multiplie en float de 16 et on additionne en float de 32 ou des choses comme ça. Là, il y a tellement de précisions différentes que il y a un engine donc, qui s'appelle le Transformer Engine, donc V1, il y a la V2 que je vais vous présenter la semaine prochaine, qui permet de faire ce genre de choses.
Mais c'est vrai que là, ça pose quand même une question, parce qu'on peut se dire, d'accord, mais pourquoi est-ce qu'on a toutes ces précisions? Parce que vraiment, bon, c'est un peu beaucoup, est-ce que c'est pas un peu trop? On peut quand même se poser cette question-là. Et effectivement, comment ça se fait? Alors, il y a une chose qui est évidente, c'est bah, si on a une précision plus faible, on calcule plus vite. Ce qui est quand même une bonne nouvelle, parce que si on calculait aussi vite, ça serait un peu bête de perdre de la précision pour ça. Mais en fait, il y a une autre chose qui est très importante, c'est que la consommation, elle est à peu près proportionnelle au carré de la mantis. Donc plus la mantis est grosse et plus le temps, la consommation du calcul explose d'électricité en fait. Et donc là, c'est une unité arbitraire, hein. L'idée c'est juste d'avoir vraiment la partie, la partie au carré, du carré de la mantis. Après, il y a un facteur de vent, hein, mais peu importe que le facteur de vent. Si j'ajoute les différentes tailles de mantis qu'on a sur les différentes précisions que je vous ai montrées, ben, on voit tout de suite que bah, la flotte 64, on est à plus de 2500 et les flotte 32, on est à 500. Donc là, on a déjà un facteur 5 en termes de consommation qui arrive. Et plus on descend dans la mantis, et plus on arrive à avoir des consommations qui sont faibles. Alors après, c'est un peu ridicule, hein, on n'optimise pas grand-chose en enlevant quelques bits par-ci par-là, mais là, ça commence vraiment à chiffrer beaucoup et c'est aussi pour ça qu'il y a autant d'équipes qui font des tests en précision mixte, en précision plus faible, pour avoir bah, des meilleures performances, mais aussi consommer moins, parce qu'on essaie d'avoir des meilleures performances, mais à coût relativement constant ou un coût qui augmente, mais très très peu par rapport à ce qu'on augmente en termes de scalabilité. Donc pareil, ça c'est des choses à prendre en compte et c'est vraiment le cœur de la GTC 2024, hein. Toutes les présentations parlent de performance de calcul, mais après avoir parlé de consommation énergétique. Donc là pareil, les choses changent et pour le mieux manifestement. Donc une fois qu'on a toutes ces précisions, il y a eu quelques accélérations aussi par rapport au thread, donc aux threads qui tournent sur les GPU. Donc la première, c'est ce qu'on appelle les TMA, donc les Tensor Memory Acceleration. Donc ça, c'est par rapport à Hopper. Donc sur une A100, il y a pas de TMA. Donc ce qui se passe, c'est que quand un thread a besoin de lire une donnée dans la mémoire globale, il va interroger les registres et il récupère les données et il les met dans la mémoire partagée et après il les traite. Et le petit problème de ça, c'est qu'en fait, c'est lui qui va calculer l'adresse et qui va récupérer les données et qui va tout faire. Ce qui est, euh, ce qui n'est pas forcément super pertinent. Enfin, le thread, on se doute qu'il pourrait faire d'autres choses euh, plus intéressantes que ça. Et donc, dans Hopper, on a le TMA. Et donc, le thread demande au TMA de lire telle donnée. Et c'est le TMA qui va lire la donnée dans la mémoire globale et qui va la rapatrier dans la mémoire partagée pour que le thread puisse la traiter. Donc là, pareil, le thread pendant ce temps-là peut faire autre chose, préparer d'autres choses. Et donc le TMA, c'est vraiment une partie du chip qui est taillée pour faire ça. Et donc ça permet de lire les données beaucoup plus vite et de permettre au thread de ne pas attendre que les données arrivent et qu'il fasse des choses en même temps pendant ce temps-là. En termes d'utilisation, c'est pour le coup très efficace. Ensuite, on a la mémoire distribuée partagée. Donc là, pareil, quand on fait du calcul classiquement, donc on fait de la programmation avec des blocs et qu'on veut échanger des données entre ces blocs à l'intérieur du GPU. Classiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on passe par la mémoire globale. Donc, c'est ce qu'on fait sur une A100 typiquement. Donc pareil, c'est un peu dommage de passer par là, mais en fait, il n'y a que par là qu'on peut passer, on ne peut pas faire autrement. Mais ça perd un peu de temps, ce qui est un peu dommage. Sur une H100, il y a un réseau entre les streaming multiprocesseurs, donc qui correspondent à peu près à un bloc, hein, quand on, quand on fait du CUDA, par exemple, qui permet d'aller beaucoup plus vite pour échanger les données. Donc pareil, là, quand on échange les données, c'est plus rapide. Donc ça aide aussi en termes de performance. Et la dernière petite chose, c'est ce qu'ils appellent les barrières de transaction asynchrone. Donc, quand on fait des calculs, en fait, sur un GPU, il y a plein de threads qui tournent en même temps, hein. Donc, ça, je vous avais déjà montré dans les webinaires précédents, plusieurs centaines de milliers de threads qui tournent en même temps sur le GPU. Et ils tournent pas tous à la même vitesse, parce que pour le coup, bah, ça dépend du hardware. Il n'y a aucune raison qu'ils se terminent tous exactement en même temps. Il y en a toujours qui vont terminer avant les autres. Ça, c'est normal, c'est une chose à prendre en compte quand on programme, justement. Et en fait, on peut se dire, bah, on a un point d'arrivée où on veut que bah, les threads, une fois qu'ils sont là, ils attendent les autres. Le problème, c'est qu'il y a toujours plein de threads qui vont terminer avant les autres.
et c'est un peu bête qu'ils attendent. Ce qu'on fait généralement dans ces cas-là, c'est qu'on dit, bon, bah, le thread, une fois qu'il est arrivé là, il fait du calcul indépendant pour attendre les autres, histoire de ne pas perdre du temps bêtement. Mais par contre, une fois qu'il a vraiment fait tout ce qu'il pouvait faire, qu'il doit attendre les autres, et ben là, bah, il attend. Et en fait, il attend en tournant sur lui-même, en fait, en, en spin, jusqu'à ce que les autres aient fini de calculer pour après que la barrière soit finalisée et pouvoir passer à l'étape d'après. Ce qui est un peu embêtant. Donc, ce qu'on fait dans une H100, c'est un peu différent, c'est qu'il y a une transaction en plus, donc par rapport à tout ce qui est accès mémoire, pour vérifier que bah, tout a été fait correctement. Donc, pareil, il y a des accès mémoire qui vont être faits avant les autres, hein. C'est de la même manière que les threads, hein. On n'a pas forcément la main dessus, c'est le hardware qui se débrouille. Et en fait, une fois que toutes les transactions sont finies, donc là, on a la transaction qui dit que bah, les données sont bonnes, donc le thread, il peut s'arrêter. Et là, en fait, les threads, ils s'endorment. Donc, ils sont plus dans le scheduler, ils sont plus en train de tourner sur eux-mêmes. Et donc, on peut vraiment les mettre de côté et se concentrer sur ceux qui font du calcul. Donc, pareil, c'est une assez forte optimisation de ce point de vue-là qu'on a dans les H100 qu'on n'a pas dans les cartes précédentes. Ensuite, on a des nouvelles fonctions intrinsèques. Donc, les fonctions intrinsèques sont vraiment les fonctions qui sont entre le binaire et le langage de programmation, hein. C'est pour faire le pont entre tout ça. Et on a un petit peu de hardware justement qui est fait aussi là derrière pour ces fonctions-là. Donc l'idée de ces nouvelles fonctions intrinsèques sur les hoppers, c'était de gérer tout ce qui est algo récursif. Donc c'est le Dynamic Programming Acceleration, le DPX. Et donc l'idée, c'est d'avoir des intrinsèques pour gérer les algos récursifs. Ce qui est pour le coup, ce qui est assez puissant. Et donc là, on a les algorithmes d'optimisation de route, hein, donc typiquement le voyageur de commerce, donc le Flood-Warshall, l'algorithme Flood-Warshall. On a des intrinsèques qui gèrent ça. On peut aussi faire de la reconnaissance de motifs, donc du pattern matching, donc le Smith-Waterman ou le Needleman-Wunsch. Donc là, ça permet de gérer, comparer des séquences d'ADN, classer des protéines, faire du repliement de protéines, faire aussi de la compression de données, parce que quand on a des dictionnaires, bah, pour le coup, c'est typiquement ce qui sert aussi. Donc ça, pour le coup, c'est très utile. Et le petit dernier, ça a été vendu comme une optimisation de SQL. Alors en fait, c'est pas tout à fait vrai, c'est juste une optimisation d'un join. Donc en fait, on a deux tables et on veut avoir une correspondance entre les lignes. Et donc ça, pour le coup, ça a été optimisé aussi dans les, euh, dans les H100. Donc ça, c'est pour la partie H100. Alors après, on a eu d'autres hardware qui sont arrivés. Donc Ada Lovelace, donc en hommage à Ada Lovelace, hein, les choses sont bien faites, donc, qui a formalisé les idées de Babbage sur la programmation, qui a fait le premier programme qui fonctionne. Et si le programme fonctionne, bah, c'est un peu grâce à elle. Donc c'est aussi pour ça que je lui rendre hommage avec cette carte. Donc c'est la fameuse 4090, donc qui est toujours en 4 nanomètres. Donc là, on a 128 multiprocesseurs, mais qui sont beaucoup plus gros, qui sont beaucoup plus boostés. Donc là, on a 16 384 coups d'accord, mais qui sont un peu plus petits. Enfin, l'idée, c'est vraiment faire du calcul, plutôt du calcul flottant que du calcul double précision. C'est vraiment boosté pour ça. On a un peu moins de mémoire, 24 Go en GDDR6, 1 teraoctet de bande passante, un pic de performance à 82 teraflops en float 32, donc sans les tensor core. On va venir au tensor core après. Et une chose qui est super puissante, c'est le réordonnancement de shader. Donc un shader, c'est un petit programme qui va dire, quand j'ai une caméra qui regarde un certain matériau, bah, est-ce que le matériau est réfléchissant, quelle couleur il a, ce genre de choses, est-ce qu'il a des défauts, des choses comme ça. Et ça, en fait, quand on fait du rendu, c'est très utile. Et le problème, c'est que si on n'envoie pas les shaders dans le bon sens, on n'a pas forcément des bonnes performances en termes de rendu. Et là, le hardware est capable de réordonner tout seul les shaders pour être efficace en termes de rendu. Donc c'est un premier pas aussi sur le réordonnancement d'instructions dynamiques par le hardware. Donc c'est aussi pour ça que je vous en parle, même si on ne fait pas forcément beaucoup de rendu, mais là, pour le coup, c'est pas mal de voir ce genre de choses. Et ensuite, bah, on va parler un petit peu d'architecture. Donc, ce que je vous avais présenté à l'école, c'était assez simple, hein. C'était, on a un GPU. Dans un GPU, on a de la mémoire, on a des stream multiprocesseurs qui vont faire du calcul, on a un cache L2, et dans un stream multiprocesseur, on a des cœurs qui font du calcul. Jusque-là, ça va. On a d'un petit dispositif qui va chercher les instructions, les décoder pour pouvoir faire les calculs sur les cœurs. On a généralement deux lignes de ça.
On a un système qui gère le contexte d'exécution, donc qui s'exécute quand, comment, avec qui, enfin ce genre de choses. Et on a une mémoire partagée pour accéder aux données rapidement. Alors ça, c'est extrêmement simplifié. Et typiquement, un streaming multiprocesseur, c'est plus compliqué que ça. Enfin, c'est plus complexe. Et si je vous montre typiquement à quoi ressemble un vrai streaming multiprocesseur d'une H100, ça ressemble plutôt à ça. Donc c'est beaucoup plus complexe. Et c'est déjà un copier-coller de quatre trucs, hein, comme vous pouvez le constater. Et en fait, là-dedans, il y a énormément de choses. Mais nous, ce qu'on utilise classiquement, c'est ça, c'est cette partie-là, donc la partie classique, donc c'est ce qu'on appelle les coups d'accord. Donc quand on fait du CUDA, quand on fait du SQL, quand on fait ce genre de choses, on a les int32, les float32, le float64, donc c'est ça qu'on fait en termes de calcul, et c'est ça que je vous ai montré en termes de performance. Quand c'est sans les tensor core, c'est justement ces calculs-là. Mais là, on va parler un petit peu de tensor core, parce que pour le coup, la particularité des tensor core, c'est qu'ils sont très puissants et qu'ils sont taillés pour faire de la multiplication de matrices. Donc c'est aussi pour ça que on vous dit tout le temps, essayez de multiplier des matrices, d'exprimer tout ce que vous pouvez comme calcul en multipliant des matrices, parce que pour le coup, vous allez pouvoir utiliser les tensor core. Et en termes de performance, eh ben, c'est quand même extrêmement puissant. Alors comment ça marche? Un tensor core, le concept est très simple, on veut multiplier des matrices entre elles. Donc là, ça serait la matrice de gauche, la matrice de droite, et puis le résultat ici, hein, tout simplement. Et ce qu'on va faire, c'est que pour y voir un peu plus clair, on va commencer à pencher un petit peu les matrices qu'on a au départ pour arriver à quelque chose comme ça. Et là, on a toujours notre matrice de gauche, notre matrice de droite et notre matrice de résultat ici. Et là, on a nos unités de calcul, donc qui permettent de faire la multiplication de matrices automatiquement. Et on va regarder comment ça marche. Donc là, l'idée est très simple. On dit qu'on fait toutes les multiplications d'un coup, donc on passe vraiment tout le monde à travers tout le monde pour faire toutes les multiplications. Et une fois qu'on a fait ça, on réduit toutes les données et on a fait une multiplication de matrice en à peu près deux coups, ce qui est quand même assez fort. Donc là, c'est une petite multiplication de matrice, mais quand même, le principe est quand même très puissant. Donc si on regarde par exemple ce que ça donne avec des vrais tenseur core, donc là vous avez une V100 en float 32, donc ça, vous avez quand même beaucoup d'unités de calcul qui permettent de faire de multiplier de matrices. Sur une A100 en float 16, ça ressemble plutôt à ça, à tenseur core, donc c'est un peu plus gros quand même, on voit qu'on peut faire beaucoup plus de calculs, mine de rien. Si on compare la A100 en float 16 à la H100 en float 16, bah pareil, on voit qu'il y a encore du chemin qui a été parcouru. On a encore plus d'unités de calcul pour multiplier nos matrices. Et donc, si on continue, donc pour les tenseurs float 32, on est plutôt comme ça. Et pour les A100 et les H100, on est plutôt comme ça. Donc, encore un facteur 2 là, sur les calculs. Donc, sachant qu'après, il y a la mémoire qui est optimisée. Donc, c'est pas tout à fait un facteur 2. Enfin, oui, il y a beaucoup plus de choses que les unités de calcul sont plus puissantes et la mémoire optimisée. Donc voilà, ça permet aussi de changer d'échelle assez rapidement comme ça. Et donc si on regarde la petite famille, là je vais commencer avec Turing parce qu'en fait les tenseurs core commencent avec Pascal, donc l'architecture qui est juste avant, mais c'est la même taille. C'est juste que c'est pas complètement paralysé et Turing c'est vraiment complètement paralysé. Donc commençons avec Turing. Donc Turing en float 16, Volta, les V100 en float 32, les A100 en float 64, les H100 en float 64, les A100 en tenseur float 32, les H100 en tenseur float 32, les A100 en float 16, les H100 en float 16 et les H100 en float 8. C'est aussi pour ça que les float 8, bah, ça envoie autant. C'est justement qu'il y a énormément d'unités de calcul pour ça. Et là, il faut faire attention parce qu'en fait, là, je vous montre le nombre d'unités de calcul. Mais en fait, cette unité-là, elle gère 64 bits et celle-là, elle en gère que 8. Donc celle-là, elle en gère 8 fois plus. Donc en fait, sensiblement, ce truc-là est à peu près de la même taille que celui-là, hein. Donc c'est aussi pour ça que là, il y a autant d'unités de calcul, c'est justement, elles sont plus petites. Donc on peut en avoir beaucoup plus. Ça montre aussi que quand vous faites des multiplications de matrices, il faut avoir des matrices qui sont suffisamment grandes pour utiliser les tenseur core efficacement. Si votre matrice, elle fait 4-4 sur une H100 en float 8, vous allez avoir du mal à tirer le maximum de la performance là-dessus. Donc pareil, il faut faire de la fusion de matrices, il faut faire des batchs, il faut faire tout un tas de trucs pour essayer d'utiliser au maximum ces unités de calcul. Donc pareil, si vous avez des matrices trop petites,
bah, si vous n'avez pas les performances que vous voudriez avoir, bah, c'est à cause de ça, typiquement. Donc, pareil, il faut faire attention à ça. Donc là, si on regarde en termes de performance que ça donne, il y a aussi quelque chose qui est très puissant, c'est ce qu'on appelle la sparsity, donc c'est les multiplications avec des matrices creuses. Donc une matrice creuse, c'est une matrice où il y a suffisamment de zéros dedans pour que ça gagne du temps, en fait. Et donc pour le coup, les tenseur cores sont très forts pour gérer cette partie-là. Quand vous avez une valeur qui est à zéro, en fait, très très vite, il y a toute la suite des opérations par rapport à cette valeur-là qui est annulée, en fait, qui est annulée au profit des autres pour aller plus vite. Donc pareil, c'est le genre de choses. Donc il y a quasiment un facteur 2 entre des matrices creuses et les matrices denses en termes de calcul. Donc c'est toujours bon à prendre. Si vous avez des calculs avec des graphes, des choses comme ça qui sont présentables en matrice creuse généralement, bah regardez ça parce que pour le coup, c'est très puissant. Donc en termes de performance, ça ressemble à ça. Donc là, on est en faute 64. Donc ici, on est à peu près à 60 teraflops hein, sur la H100. Donc là, vous voyez que ça chiffre vite, hein. Donc par rapport aux coûts d'accord qui sont plutôt à 19 teraflops ou des choses comme ça sur une A100, vous voyez que là, on est vraiment très, 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 très haut. Et donc là, on commence avec les TensorFlow 32 à atteindre les 500 teraflops, ce qui est déjà pas mal. On passe les 1000 teraflops avec les flots de 16 et on arrive aux 2000 teraflops avec les flots de 8. Et là, on voit aussi au passage que, donc comme souvent, les versions SXM et les versions PCIe des mêmes cartes ne sont pas du tout les mêmes parce qu'on n'a pas la même puissance de calcul derrière, on n'a pas forcément le même nombre de cœurs. Donc voilà, c'est aussi bien d'avoir la distinction ici en termes de calcul. Donc voilà, c'est très puissant. Alors je ne vais pas aller plus loin dans le détail maintenant, on verra la suite la semaine prochaine. Là, on va plutôt que se dire comment est-ce qu'on s'en sert, ça on verra ça la semaine prochaine, on va se dire qu'est-ce que ça a comme impact quand on fait du calcul. Parce qu'au final, moi, si mon GPU calcule extrêmement vite, comment je fais pour m'en servir efficacement? Et c'est ça qu'on va voir maintenant. Donc classiquement, quand on fait du calcul CPU-GPU, on a un workflow qui ressemble à peu près à ça. On a des données sur CPU, on va les envoyer sur GPU, le GPU fait son calcul, il rend la main, on, on improvise par rapport aux données qu'on vient d'avoir, et on recommence, et ainsi de suite. Quand on commence à avoir un GPU qui envoie beaucoup plus, qui calcule beaucoup plus vite, et un CPU aussi qui est à jour, hein, parce que pour le coup, les deux sont aussi à jour, bah là, on passe aussi beaucoup moins de temps sur le GPU. Et si on commence à faire du multi-GPU, bah là, c'est encore pire, parce que là, on va encore plus paralyser les calculs. Et c'est un peu embêtant, parce que nous, ce qu'on aimerait bien, c'est faire l'inverse, c'est rester le plus possible sur le GPU et faire le moins de transferts possible. Et là, dès qu'on fait un transfert, bah, on perd du temps. Et ça, c'est problématique et on ne peut pas juste augmenter la taille de nos calculs pour utiliser le GPU. Ce qu'il faut, c'est que ça soit pertinent, quoi. Et ça, pour le coup, faut faire attention à ça. Et donc, pour régler cette histoire en termes de transfert, déjà, on a les DPU qui sont sortis. Donc, les DPU, c'est des Data Processing Unit, donc Bluefield. Donc là, c'est Bluefield 3 ici. Donc, l'idée d'un DPU, c'est vraiment de gérer toute la partie transfert. Donc, on a compression, décompression, chiffrement, déchiffrement, envoie des données donc pour soulager le GPU et pour qu'il n'ait pas à s'occuper de ce genre de choses. Parce que pour le coup, quand on a un GPU qui calcule à, à 2 pétaflops, on n'a pas vraiment envie qu'il attende qu'il décode une donnée. C'est mieux de lui envoyer directement toute prête. Donc là, les DPU, les Bluefield 3, donc là, on est à 400 gigabits par seconde, de 1 à 4 ports. On a 16 gigas de mémoire donc pour faire des calculs sur place. Donc, cette carte est capable de faire des calculs aussi. Des connexions, donc 1 gigabit Ethernet. On a plusieurs systèmes de connexion aussi, de connecteurs là-dessus. Et on a plusieurs formes suivant ce qu'on veut faire là-dessus pour gérer les calculs et ce qu'on veut faire en termes de transfert. Et quand on optimise ça, bah, on peut regarder ce que ça donne. Alors, les hardware, donc les GPU de leur côté ont aussi évolué. Donc, pour pouvoir communiquer un petit peu plus, donc classiquement, avant 2022, quand on veut lire des données qui viennent du réseau, ce qu'on fait, c'est que on passe par le CPU. Donc, le CPU récupère les informations du réseau, donc écoute bah, la socket qui va bien avec le port qui va bien. Et une fois qu'il a fait ça, il transfère les données au GPU.
Et c'est toujours pareil, hein, le CPU pourrait peut-être faire des choses un petit peu plus intéressantes que juste servir d'intermédiaire avec le reste du monde. Et donc là, on a deux petites mises à jour. Donc, depuis 2022, la première, c'est le GPU Direct RDMA ou le GPU RDMA. Donc, c'est deux méthodes différentes. Il y en a une qui est plus rapide que l'autre, mais peu importe, les deux permettent en fait à un GPU de voir la mémoire d'un autre GPU de manière transparente. Donc, c'est vraiment comme le RDMA qu'on a sur un node de calcul classique entre CPU, hein. Donc, on voit la mémoire de l'autre. Donc, ça fonctionne. Et une autre chose, c'est le GPU Network. Donc là, c'est le GPU qui peut carrément écouter un stream et traiter les données directement. Donc sans passer par le CPU, sans s'embêter à ce que le CPU fasse les préparations des données, écoute des sockets, le GPU est capable de faire ça tout seul. Et ça aussi, on va voir des retours d'expérience par rapport à ça parce que c'est assez puissant aussi. Donc une fois qu'on a tout ça, les GPU ils peuvent communiquer entre eux, donc, mais on va essayer d'optimiser ça aussi. Donc là, maintenant que les GPU peuvent communiquer entre eux, sur une A100, par exemple, si je fais du calcul de simulation de réservoir, de calcul mécanique des fluides ou de calcul sur un maillage, j'ai une A100, la A100 qui est en haut, par exemple, là, qui va envoyer son résultat à ses voisines, donc trois voisines, par exemple. Et donc là, on passe par un switch. Et bah, en fait, le truc qui est un petit peu embêtant, c'est qu'on doit faire trois envois de données pour les trois GPU, pour les trois voisines. Ce qui perd un peu de temps. Et toujours pareil, la A100, vu sa puissance de calcul, on aimerait bien qu'elle fasse autre chose d'envoyer des messages. On préférait qu'elle fasse du calcul. Donc pour régler ce petit problème, avec les H100, il y a le multicast write qui permet à une H100 d'envoyer une fois un message à un NVSwitch, et c'est le switch qui tout seul va transmettre les informations aux voisines qui vont bien. Et donc là, ça permet aussi de gagner pas mal de temps et de faire en sorte que bah, le GPU se concentre sur la partie calcul parce qu'il est là pour ça. Et de la même manière, quand on reçoit les informations, donc tout le monde a fini son calcul, maintenant je récupère les informations des GPU voisins. Et là, pareil, bah, une A100, elle doit lire trois fois les données, donc une fois pour chaque A100, et doit faire la réduction elle-même, ce qui est un peu dommage aussi. Et donc avec les nouveaux switches, alors ceux qui sont sortis en 2022, on peut avoir le switch qui récupère lui-même les données, qui fait la réduction et qui envoie un seul message avec les données réduites sur la H100 sur laquelle on veut travailler pour justement gagner du temps et pas lui faire perdre son temps en disant bah, elle fait elle-même sa réduction. Donc là, ça permet aussi de gagner pas mal de temps avec ça. Donc une fois qu'on a tout ça, on peut tout empiler et voir ce que ça donne. Donc on a ce qu'on appelle un DGX ou un AGX, maintenant il y a aussi deux versions, où on va mettre 8 H100 à l'intérieur, donc ils sont connectés avec un NVSwitch. Donc ce truc-là, il est vendu donc comme étant un device qui permet de calculer à 32 pétaflops. Alors en AI performance, donc pareil, il faut toujours faire attention quand c'est marqué AI performance, c'est vraiment de la précision mixte avec un peu de truande derrière. Donc si vous faites du calcul classique, bah, vous ne serez pas à 32 pétaflops, hein, clairement. Mais par contre, si vous commencez à faire de la précision mixte et vous commencez à avancer là-dedans, vous pouvez vous rapprocher quand même. Donc c'est quand même intéressant d'avoir cette information-là. Et une fois qu'on a notre DGX, bah, on peut le mettre dans un pod, donc où vraiment c'est une rangée avec plein de DGX. Et donc là, on a le GPU Network, que je vous ai montré tout à l'heure, où les GPU peuvent directement échanger entre eux, et ils peuvent aussi lire, avec le GPU Direct Storage, ils peuvent lire des données, enfin des choses comme ça. Et ce truc-là, donc il est à peu près un hexaflop en AI performance, donc pareil, en précision mixte avec beaucoup de truandes, mais c'est quand même pas mal quand même comme résultat, sachant que je vous ai dit, hein, il y a à peine plus d'un an et demi, on a passé l'hexaflop, hein, donc c'est quand même sur un centre de calcul complet. Là, c'est un pod qui arrive à peu près à un hexaflop en truandant un petit peu, mais sur le principe, on est quand même pas loin, c'est quand même fort. Et une chose qui est importante là-dedans, c'est les 192 teraflops de calcul, donc Sharpim Network. Donc l'idée, c'est d'avoir du calcul à l'intérieur du réseau. Donc c'est les switches hein, qui font les réductions, qui dupliquent les données, donc pour vraiment soulager les GPU pour qu'ils fassent vraiment que du gros calcul et pas des petites choses à côté. Donc pour vraiment avoir, pour être le plus efficace possible. Donc là, pareil, 192 teraflops juste pour la communication en fait finalement des données ici. Donc ça, c'est pour la partie hardware. Ensuite, en 2023, on a Grace qui est arrivé, donc le premier CPU de NVIDIA.
Donc là, c'est un CPU qui est basé sur ARM, donc 72 cœurs. Donc avec le SV2, on en avait déjà parlé un petit peu avec Joël, mais là, je ne vais pas vous embêter avec ces détails techniques. Mais voilà, ça vectorise en 4 fois 128 bits, donc c'est pas tout à fait 512, mais un petit peu. 240 Go de mémoire, 3 Teraoctets de bande passante en bidirectionnel, donc c'est quand même puissant. Des caches relativement standards, hein, le L1 et le L2 relativement standards par cœur, le cache L3 commun entre les cœurs à 117 mégas, donc ça pareil, c'est assez standard, mais c'est bien de le voir aussi. Un système de cohérence, donc ça on verra ça juste après, et des NVLink donc cœur à cœur, donc ça à 900 Go par seconde, donc pour connecter typiquement des graisses entre elles, et c'est justement ce qu'on fait avec le Grace Superchip. Donc là on a deux graisses qui sont collées côte côte, donc on est toujours en ARM, donc ça change pas, sauf qu'on a 144 cœurs, 1 teraoctet de bande passante en HBM3 sur les données, 960 Go de LPDDR5. Ensuite, en cache, bah, les L1 et les L2, ça change pas. C'est juste qu'on a deux fois plus de mémoire en cache L3 parce qu'en fait, on a deux caches L3 tout simplement. Donc voilà, c'est pour ça que ça augmente un petit peu. Du NVLink à 900 Go par seconde, donc pour relier les deux ici. On est à 7 teraflops en calcul sur des flots de 64, donc ce qui n'est pas ridicule du tout hein, quand une Volta, elle est plutôt, enfin une V100, elle est plutôt dans les 15 teraflops et une A100 en tout d'accord et que les A100, elles sont plutôt dans les 19, c'est quand même pas si ridicule que ça. Bon, après, si on met les tenseurs core, comme je vous ai dit, ça explose. Mais en termes de calcul relativement standard, c'est quand même pas mal. Ça permet de faire des choses et de préparer des données et de soulager justement au maximum les GPU comme on peut. Alors, ça consomme 500 watts, ce qui est beaucoup. Mais le, il y a un refroidissement passif par air. Donc, ça se refroidit quand même relativement bien. Mais c'est vrai que ça consomme 500 watts. Donc, à titre de comparaison, une A100, on est plutôt à 240 watts, quelque chose comme ça. Donc, c'est quand même, ça consomme quand même pas mal. Ensuite, on a la Grace Hopper. Donc, là, l'idée, c'est qu'on a un GPU Grace, enfin, un CPU Grace et un GPU Hopper. Pareil, on colle les deux ensemble. Donc là, on a les 4 teraoctets de bande passante de Hopper, 600 Go de mémoire pour Grace, du NVLink 900 Go par seconde entre les deux, et de la mémoire unifiée, et on va regarder ce que ça donne. Donc là, on a Grace, on a sa mémoire avec sa bande passante, on a Hopper qui a sa mémoire avec cette 4 Tera par seconde, on a un NVLink au milieu à 900 Go par seconde pour les faire communiquer entre elles, Grace a son réseau, donc tous les Grace peuvent communiquer entre eux avec un réseau à 500 Go par seconde. Et de l'autre côté, on a le NV Network. Donc là, on a 250 GPU qui peuvent se connecter dessus. Et on est à 900 Go par seconde en termes de communication. Donc on a vraiment un réseau. Les Grace et les Hoppers peuvent communiquer entre elles. Les Grace peuvent communiquer entre elles. Les Hoppers peuvent communiquer entre elles. Enfin, vraiment, toutes les cartes peuvent communiquer entre elles. Et pour le coup, c'est très puissant. Dès qu'on veut faire du calcul où il y a beaucoup d'échanges, c'est assez puissant. Donc on va revenir un petit peu sur la gestion de la mémoire parce que c'est vrai que là, il s'est passé quelque chose. Classiquement, quand on fait du CUDA et qu'on a des données qui sont en RAM et qu'on veut que le GPU puisse y accéder, bah on fait une copie et le GPU peut y accéder et ça fonctionne et on est content. Et bah, c'est arrivé à tout le monde, hein. Si on oublie de faire la copie, bah, on a une erreur et CUDA n'est pas content. Et voilà, et on est bien embêté. Depuis 2020, avec la mémoire unifiée, en fait, ce qui se passe, c'est que si on met des données en RAM et que le GPU veut y accéder, mais qu'elles n'y sont pas, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une erreur. Le driver va la récupérer, et en fait, c'est lui qui va faire la copie, en se disant, c'est bon, on n'a rien vu, tout va bien, c'est bon. Alors, c'est automatique, c'est pas super classe, mais ça fonctionne très bien et c'est quand même assez efficace. Alors, ça règle pas tous les problèmes du monde, mais quand même, euh, ça permet de faire des choses assez puissantes. Mais en 2023, on a le Grasshopper Superchip avec sa mémoire unifiée, justement, qui arrive. Et en fait, si le CPU a des données quelque part, eh ben, le GPU peut y accéder et ça fonctionne. Et c'est là qu'on se dit, mais je suis pas d'accord parce que la RAM et la mémoire du GPU, c'est pas la même chose. Physiquement, c'est pas la même chose. Alors comment c'est possible que ça marche? Alors comment ça marche? Ce qui se passe, c'est que s'il y a des données
dans la mémoire de Grace, et ben Grace, pour y accéder, va demander à la table des pages où est cette donnée, et la table des pages va lui dire là-bas. De la même manière, Hopper, s'il y a des données dans la mémoire de Hopper, Hopper va demander à la table des pages où est cette donnée, et Hopper va lui dire, la table des pages va lui dire là-bas. Et tout fonctionne. Et de la même manière, bah, si Hopper demande, bah tiens, cette donnée-là, où est-ce qu'elle est? Bah, elle est chez Grace. Et Grace, si Grace demande des données qui sont chez Hopper, et bah, de la même manière, les données vont dire, bah, voilà, c'est là-bas, c'est dans cette mémoire-là. Si on zoome un petit peu, on peut aller encore plus loin. À l'intérieur de Grace, donc il y a le cache L3 qui est commun, le cache L2 et les caches L1. En fait, Hopper est capable d'aller chercher des données dans le cache L2 de Grace, donc avant que les données soient remontées, donc ça permet de gagner du temps aussi. Et on a des heuristiques donc, qui font que si par exemple Hopper accède beaucoup à des données qui sont chez Grace, en fait les données vont être rapatriées dans l'HBM3. Et si Grace inversement accède à beaucoup de données qui sont dans la HBM3, ben, en fait là les données vont être rapatriées automatiquement dans la LPDDR5. Donc c'est vraiment le hardware qui se débrouille pour mettre les données où il faut pour que ça soit efficace suivant les utilisations qu'on a. Donc pareil, là c'est aussi assez efficace et pour le coup, beaucoup de retours d'expérience de cette année. C'est juste, bah, je prends mon code qui tourne sur ARM et je le mets sur Grasshopper et je vois ce que ça donne. Et bah, généralement, ça se passe bien. Et donc, ça me fait venir à l'écosystème de Grace parce que tout est basé sur ARM. Donc, le ARM V8 normal, standard, avec la partie V9 en optimisation qu'il y a pour la V9 et la partie portable. Donc, c'est-à-dire qu'on peut vraiment prendre du code qui tourne sur ARM et le coller sur Grace et ça fonctionne, parce que c'est un ARM compatible. Ensuite, on a la partie NVIDIA, donc la partie vraiment, le HPC SDK, rapide, enfin toutes les choses que je vais vous présenter bah, la semaine prochaine, en fait, typiquement. La partie optimisée est pour le matériel NVIDIA. Et au-dessus, on a la partie portable, donc bon, portable entre matériel NVIDIA surtout, hein, mais aussi entre tous les processeurs ARM qui sont sur cette génération-là, ce qui est, euh, ce qui est non négligeable. Et pour le coup, c'est vrai qu'on a beaucoup de retours de ce point de vue-là qui sont très positifs. Alors en termes de supercalculateur, donc, comme je vous ai dit, ça fait très très peu de temps qu'on a passé l'hexaflop. Donc là, c'est un petit plot des derniers supercalculateurs qui arrivent en float 64. Donc c'est des hexaflops en float 64. Donc là, vous avez typiquement, Alps, qui est ici, qui est à 2,5 hexaflops. Donc, eux, ils font de la simulation météo. On va en reparler juste après. Et une chose qui est puissante, en fait, là-dedans, c'est que, donc, comme je vous ai dit, la précision mixte, c'est puissant et ils sont en train de faire des tests. Justement, beaucoup de centres de calcul sont en train de faire des tests là-dessus pour augmenter la puissance de leurs calculs sans augmenter le nombre de machines. Et donc, en fait, ils ont un facteur entre 20 et 30 quand ils commencent à faire de la précision mixte, ce qui fait que Alps, au lieu d'être à 2,5 hexaflops, on passe à 40. Et EOS, donc le centre de calcul NVIDIA, donc là, il passe à 42 au lieu d'être à 2, à peu près à 2. Et on a des centres comme Jupiter, par exemple, donc, qui vont être, il ne me semble pas qu'ils soient déjà en route, celui-là, mais il va bientôt être en route. Donc, il passe à 93 hexaflops, alors que là, ils étaient à peu près à 3,5. Donc, ça permet de gagner énormément en termes de puissance de calcul. Et donc, comme quoi, la précision mixte, c'est vraiment un sujet important maintenant, et on va en reparler un peu plus la semaine prochaine. Mais là, c'est le moment de parler de retour d'expérience. On va parler de Alps, justement, comme je viens de vous dire. Donc là, c'est Thomas Schussles qui nous présente ça, donc qui est directeur, qui est le directeur au SCSC. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Donc, Alps, donc ils font de la simulation météo. Donc, l'idée, c'est de prédire le temps au maximum. Pour ça, ils ont une simulation qui est écrite en CUDA, qui s'appelle Icône, et qui maintenant simule 60 jours de temps par jour de calcul sans couplage. On verra ce que c'est juste après. Donc ça tourne sur Alps. Voilà la Alps. Donc là, pour les chiffres de maintenant tout de suite, on est à 4,7 hexaflops. Donc c'est 330 fois plus efficace que Titan que je vous ai présenté au tout début de la présentation en 2012, hein.
Donc ce qui est quand même fort, un facteur 330 en efficacité énergétique en 12 ans, c'est quand même bien. Donc là, Alps, ça c'est un pod. En fait, il y en a 5 qui sont cachés derrière derrière, vous avez plusieurs allées. En fait, ça c'est une allée, en fait, un pod. Et en fait, le but qu'ils se sont fixés, donc qui a été présenté à la GTC 2024, c'est de dire, ce qu'on veut faire, c'est, on veut arriver à 300 jours de simulation par jour de calcul avec de la simulation couplée. C'est-à-dire qu'on veut avoir l'atmosphère, le sol, l'eau, tout qui se parle, parce que c'est très difficile justement de faire parler ces différentes simulations entre elles. Donc tout doit se parler. Ils veulent arriver à faire ça euh, quand même relativement rapidement, hein. Donc c'est pour ça qu'ils font pas mal de tests. Et il y a une chose qui est très importante, c'est qu'ils veulent réussir à faire ça en consommant moins de 5 mégawatts. Et pour le coup, c'est pas facile. Alors pour faire ça, ils ont fait plein de tests de stream avec Grace notamment. Donc ils sont arrivés à 375 gigaoctets par seconde en calcul, hein, pour vraiment traiter les données le plus vite possible pour faire la simulation justement. Et en fait, avec ces résultats-là, ils savent que cet été, ils vont ajouter 64 Grasshoppers dans leur centre de calcul. Ils vont arriver à ce résultat, donc aux 300 jours de simulation par jour de calcul et en dessous de 5 mégawatts en termes de consommation, juste avec 64 Grasshoppers. Et ça sera fait cet été, hein, donc c'est vraiment imminent, hein, la mise à jour de Alps. Et ils savent que ça va marcher. Mais du coup, comme ils savent que ça va marcher, ils veulent pas s'arrêter là, parce que ça serait trop facile. Et donc, ils font beaucoup de tests en précision mixte, parce qu'ils veulent encore gagner un ordre de grandeur sur les calculs, parce que justement, l'idée, c'est d'aller encore plus loin. Et donc voilà typiquement ce qu'ils font. Et la prochaine upgrade, donc à 40 exaflops, donc celle que je vous ai montrée juste avant, en fait, ils vont être 2800 fois plus efficaces que Titan, que je vous ai montré au tout début de la présentation, donc le fameux Titan qui calcule à 20 pétaflops. Donc, en termes d'efficacité énergétique, pour le coup, c'est très très fort. Et c'est aussi pour ça que je voulais vous présenter des retours d'expérience, parce que c'est vrai que la consommation est au cœur de beaucoup d'expériences, et c'est vrai que c'est important d'en parler aussi. Donc ça, c'était pour Alps. On va faire un petit tour du côté de l'OFAR maintenant. Donc l'OFAR, c'est des collègues. Ils font de la radioastronomie, donc ils vont plutôt étudier donc des sursauts radio, des choses comme ça, de la matière noire, enfin des choses qu'on fait aussi nous classiquement ici. Et donc, eux, ils ont plein d'antennes. Ils ont des centaines d'antennes. Et ils ont un site qui envoie des données à 13 terabits par seconde. C'est quand même pas mal. Et donc, les antennes sont regroupées par groupe. Et on a des FPGA qui vont traiter donc, le premier niveau de données pour que les données soient exploitables. Donc, on a plein de groupes. Et tous ces groupes, en fait, vont envoyer des données à un corrélateur. Donc, avec des switches à 40 gigabits pour que tout arrive sur le corrélateur. Donc le corrélateur, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va combiner toutes les données pour après pouvoir les écrire sur disque et faire en sorte que d'ailleurs on puisse calibrer les données, faire de l'imagerie, enfin toutes les analyses de physique qu'on fait classiquement dans les expériences de physique, hein. Donc ça, pour le coup, c'est très standard. Et le corrélateur, donc il est basé sur des GPU. Et en fait, donc il y a deux gros challenges. Ben, le premier, c'est la partie calcul, parce que pour le coup, ça fait beaucoup de données à traiter et il faut aller très vite pour les traiter. Et donc pour ça, bah, ils utilisent les tenseur core, parce qu'on est entre 5 à 10 fois plus rapide que les coups d'accord classiques par rapport à l'implémentation qu'ils avaient. Donc, ils ont tout fait ce qu'il fallait pour utiliser les coups d'accord les tenseur core de manière efficace et laisser un petit peu tomber les coups d'accord. Et de l'autre côté, il y a la partie I/O, donc input-output, donc 13 terabits par seconde à traiter, c'est quand même beaucoup. Et pour gérer ça, ils utilisent le GPU Network que je vous ai présenté avant, donc où le GPU peut lire directement des données qui reçoivent du réseau sans passer par le CPU pour gagner un temps fou. Et c'est ça qu'on va regarder. Donc, on va commencer par le calcul. Donc, en calcul, ils ont fait plein de tests avec plein de GPU différents, donc des Grasshoppers, des Ampères, des Ada Lovelace, des Ampères plus petites et du Orin. Donc là, c'est Grasshopper qui gagne, mais c'est un petit peu. C'est pas forcément fair play parce que c'est de loin le chip le plus puissant qu'il y a ici. Mais donc là, on est à 500 teraops, donc milliers de milliards d'opérations par seconde, donc sans les TMA, donc sans l'optimisation que je vous ai dit au tout début. Donc là, il n'y a pas l'optimisation du thread qui n'a pas besoin de calculer son adresse tout seul. Là, il le fait encore.
parce que c'est une optimisation qu'on n'a pas, qu'on peut, qu'ils n'utilisent pas encore typiquement. Et après, ils ont une scalabilité qui est relativement standard, hein, donc ils ont des données sur 8 bits, s'ils ont des données sur 4 bits, ils vont deux fois plus vite, s'ils ont des données sur 16 bits, ils vont deux fois plus lentement. Ça, c'est assez attendu, mais c'est plutôt une bonne nouvelle pour les avoir. Et donc ici, on a Jetson Orin, donc une partie, c'est un chip pour faire de l'embarqué, donc il calcule pas très très vite, mais il consomme très peu. Donc c'est aussi pour ça qu'ils ont fait des tests, parce que comme on a des antennes qui sont réparties sur plein de sites, c'est bien aussi de- d'avoir des choses qui consomment pas trop trop. Donc voilà typiquement les tests qu'ils ont fait en termes de calcul. Et on va maintenant aller sur les tests qu'ils ont fait en termes de réseau. Donc là, ils utilisent le GPU Network, comme je vous ai dit. Et en utilisant une à 100 sur une ligne à 2 fois 100 gigabits, donc deux lignes à 100 gigabits par seconde, ils la saturent à peu près à 99%, donc à 198,6 gigabits par seconde. Alors, ils ont dû quand même travailler beaucoup, hein. C'est beaucoup de travail quand on arrive là parce qu'il faut être sûr qu'on ne perd pas de paquet, que tout va bien. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de boulot derrière pour faire en sorte que ça fonctionne, mais ils arrivent à cette performance-là avec une seule carte, ce qui est quand même très fort. Ensuite, ils sont allés sur la partie embarquée, donc sur Jetson. Donc là, je vous montre la petite boîte de tout à l'heure, mais ouverte. Comme ça, vous voyez ce qu'il y a dedans. Donc avec une ligne à 100 gigabits par seconde, ils arrivent à 99,6 gigabits par seconde, donc pareil 99% comme tout à l'heure, avec quelques copies de paquets en plus parce que la bibliothèque qu'ils utilisaient pour faire ça, bah, elle n'arrivait pas à suivre. Alors du coup, ils ont dû se débrouiller pour faire en sorte que ça marche quand même, qu'on ne va pas tout réécrire tout le temps. Donc ils ont réussi aussi cette performance-là, atteindre cette performance-là avec un chip qui, mine de rien, consomme pas tant que ça. Enfin, c'est vraiment fait pour faire de l'embarqué, hein. Donc voilà. Et le petit dernier, ils ont pris un Grasshopper et ils ont saturé à 99% une ligne à 400 gigabits par seconde, donc 398,6 gigabits par seconde. Et leur but, c'est de booster ça encore plus et d'arriver à 1200 gigabits par seconde, sachant que le site complet de l'OFAR, c'est 13 000 gigabits par seconde. Donc pour le coup, on voit qu'ils sont pas très très loin. Et, euh, et pour le coup, les résultats sont assez fous. Mais après, c'est beaucoup, beaucoup de travail, hein. Là, je vous résume tout ça en une slide. C'est une présentation, enfin, toutes les présentations que je vous ai résumées, là, c'est des présentations de 50 minutes, hein. Donc, enfin, globalement, toutes les présentations à peu près à la GTC font 50 minutes. Il y en a très peu qui sont courtes. Donc voilà, si vous voulez du détail, vous aurez tout le détail dans un lien avec tout le résumé la semaine prochaine. Et on va terminer avec de la simulation de tempête solaire. Donc ça, c'est Ron Kaplan qui présente ça. Donc l'idée, c'est d'avoir un soft de simulation en Fortran qui utilise OpenMPI. Et donc, comme je vous ai dit au début, on peut utiliser les deux concurrentes pour, avec NV Fortran, dans le HPC SDK, compiler directement sur GPU NVIDIA. Donc là, c'est la première chose qu'ils ont faite. Et avec ça, le gros avantage, c'est qu'ils peuvent avoir une quantité de code qui est plus petite, donc un programme qui est plus petit pour faire le même calcul. Et ils ont du coup du parallélisme CPU-GPU, donc ils peuvent utiliser ce qu'ils veulent comme hardware derrière, ça fonctionne bien. Mais ils veulent quand même avoir une compatibilité avec GeFortran, ce qui se comprend parce qu'on ne veut pas s'enfermer dans une technologie, hein, c'est important stratégiquement de ne pas s'enfermer dans une technologie. Mais le petit problème de GeFortran, c'est que bah, les réductions avec un dos concurrent, bah, il ne sait pas faire pour l'instant. Et donc ça les a un petit peu embêtés, mais du coup ils se sont dit, c'est pas grave, ce qu'on va faire pour cette partie-là, c'est dire, bon, on va utiliser OpenACC pour gérer cette partie-là et pour gérer les mouvements de données, parce que toujours pareil, hein, je vous ai montré la technique de Feignant, la mémoire unifiée de Feignant qui permet de transférer les données automatiquement. On peut lui donner des instructions avec OpenACC pour l'aider. C'est toujours plus efficace, même si par défaut, il s'en sort bien. Donc ça fait partie des choses qui sont pas mal. Et en termes de résultats, ils ont fait des tests donc, sur 8 V100, donc sur un nœud de calcul. Donc ils font leur simulation en 34 heures. Et sur des A100, donc sur 8 A100, 40 gigas, ils sont arrivés à 23 heures. Et la bonne nouvelle, en fait, la très bonne nouvelle, c'est que avant, ils avaient besoin de 4 nœuds pour faire leur calcul. Et maintenant, avec un seul nœud, ils arrivent à faire le même calcul. Ce qui est
ce qui est assez fort. Alors, ils vont pas enlever OpenMPI parce que certainement qu'ils vont passer à l'échelle en faisant des simulations plus fines, des choses comme ça, mais déjà, c'est un- un résultat qui est assez fort. Et sur ce résultat qui est assez fort, on va finir avec de l'entraînement, donc en termes de machine learning. Donc, classiquement, quand on fait de l'entraînement, on a des données qui sont sur disque, donc on les lit avec le CPU, et après on transfère les données sur GPU, et une fois qu'on commence à mettre les batchs sur GPU et que ça rentre pas, et ben là il faut se débrouiller pour gérer, mettre les données dans la mémoire du CPU plutôt que dans la mémoire du GPU parce que ça rentre pas, enfin c'est assez compliqué à gérer. On peut aussi se dire, on va lire les données avec le GPU Direct Storage, donc c'est-à-dire que c'est le GPU directement qui va lire les données, comme ça le CPU fait rien, mais après ça résout pas tout parce que il faut toujours gérer automatiquement, enfin avec une partie software, le, l'échange de données entre la mémoire du GPU et la mémoire du CPU, donc c'est pas forcément facile à faire. Et une grosse mise à jour, donc un gros retour qu'on a eu là-dessus, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est avec un Grasshopper, en fait, on peut lire les données avec une mémoire unifiée, donc hardware cette fois-ci, ce qui fait que quand on lit les données avec le GPU Direct Storage, en fait, on a le hardware qui va tout seul équilibrer les utilisations entre la mémoire du CPU et la mémoire du GPU, sachant que généralement, la mémoire du GPU est quand même plus petite que la mémoire du CPU. Donc, l'idée, c'est vraiment d'utiliser la mémoire du CPU comme un cache, en fait, automatiquement de la mémoire du GPU, ce qui fait qu'on redescend que très très peu sur le disque pour récupérer des données. On jette pas les données une fois qu'on les a traitées, on les remet sur la mémoire du CPU pour aller beaucoup plus vite. Et en fait, toutes les équipes qui ont fait ça, donc il y a pas mal d'équipes qui ont fait ça. Et le retour qu'ils avaient, c'était je prends mon code, je le colle sur un Grasshopper et je vois ce qui se passe. Je recompile pas, j'optimise rien, je regarde juste ce qui se passe. Et en faisant ça, juste avec cette histoire de mémoire unifiée, ils ont un facteur entre 2 et 2,5 sur l'entraînement de leur modèle. Donc, ce qui est quand même non négligeable hein, sur des entraînements qui peuvent être très très longs. Donc, c'est le petit dernier résultat que je voulais vous présenter pour aujourd'hui. Et donc voilà, ça c'est la fin de la première partie. Donc on a fait un bout de chemin quand même, hein, A100, H100, Ada Lovelace, Grace, Grace Superchip, Grace Hopper, avec des retours d'expérience. Donc on va s'arrêter là pour cette partie-là. La suite la semaine prochaine, où on va voir toutes les nouveautés et tout ce qui va se passer après en termes de hardware et de software, parce qu'il y a beaucoup de choses. Et ça sera une présentation d'1 heure et quart, hein, comme celle-là. Donc là, je suis à 1h12, comme quoi. J'avais promis à Sébastien de faire moins d'1h15, et ben j'ai fait moins d'1h15, comme quoi. Voilà, et donc je vous remercie m'avoir écouté, et puis je répondrai à vos questions si vous en avez. Une petite question, si tu m'entends. Oui, je t'entends. Parler de précision hybride, c'est Ouais. 100% pris en charge par le hardware ou ça demande un codage spécifique? Alors dans Hopper, ils le vendent comme étant 100% pris en charge par le hardware. C'est vraiment, tu l'actives et, enfin avec NVIDIA SMI, hein, comme quand tu découpes ton GPU en petits morceaux avec le MIG, tu l'actives et tu dis la pression que tu veux et il se débrouille. C'est vraiment le hardware qui gère ça pour toi. En tout cas, c'est comme ça qu'ils le vendent. Moi, j'ai pas de H100, alors j'ai pas pu jouer avec. Mais pour le coup, c'est comme ça qu'ils le vendent. Ok, merci. Bon, il y a Frédéric qui est content, il y a Alexandre qui est content. C'est bien. Je suis content que vous soyez content. Ah oui, donc Samuel qui demande concernant le TMA, comment ça se passe? C'est hardware. Oui, c'est hardware en fait. Donc le TMA, c'est vraiment une partie de Hopper, en fait, c'est un peu comme les TLB sur les CPU, si tu veux. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais après, c'était un peu technique. L'idée, c'est ça, c'est en fait, tu as une partie du chip où le thread demande, bah, moi, je veux lire telle donnée, et c'est la partie du chip qui va bien, qui va chercher la donnée, qui la rapatrie, et après qui dit au thread, bah, c'est bon. Donc oui, oui, c'est hardware. C'est complètement hardware. Alors le NVIDIA Switch, c'est un petit peu différent. Alors ça, on va en parler un petit peu la semaine prochaine, mais pas trop parce que c'est quand même très très technique. C'est là que vous allez vous rendre compte que CUDA, c'est très haut niveau par rapport à toutes ces choses-là. Le NV Switch, en fait, c'est géré dans la partie calcul Sharpie Network qui est dans Magnum.io. Donc si vous voulez, vous avez CUDA, l'écosystème CUDA, hein, pas le langage, hein, vraiment l'écosystème CUDA.
Et ce truc-là est basé sur Magnum IO. Et dans Magnum IO, il y a tout ce qu'il faut pour faire le GPU Direct Storage, l'appel, la communication entre GPU, donc avec Nickel par exemple, avec toutes ces choses-là, et le calcul Sharpin Network est aussi géré à l'intérieur de Magnum IO. Et ça, pour le coup, c'est du soft. C'est du soft qu'il faut mettre dans les switches pour qu'ils soient capables de faire des réductions, de communiquer avec les GPU, de communiquer au bon GPU au bon moment. Là, pour le coup, c'est pas. Enfin, c'est le hardware, mais il faut la couche software par-dessus, autrement il s'en sort pas. Donc oui, Magnum IO, c'est. Oui, c'est ça, ouais. Mais ça demande de la réécriture. Quand vous faites du calcul avec Nickel, par exemple, c'est dans vos kernels CUDA que vous dites, ah voilà, je veux que mon kernel communique avec un tel ou un tel. Là, ça demande de la réécriture, oui, effectivement. Pour cette partie-là, oui. Alors, Alexandre qui nous demande, pourras-tu nous faire un point sur les aspects quantification? Quelle méthode de scaling statique dynamique est appliquée, si cela est contrôlé par l'utilisateur ou fait automatiquement, et quel contrôle compréhension peut avoir l'utilisateur? Ouais, donc tu parles de la précision mixte, la quantification. Alors pour le coup, j'ai pas le détail, malheureusement, de comment ça marche. Pour le coup, la fiche technique, il y a beaucoup de choses dans la fiche technique. Je me rappelle plus de cette partie-là. Il me semble pas qu'elle y était d'ailleurs dans la grosse fiche technique que j'avais. La fiche technique de quoi, d'une quarantaine de pages sur Hopper. Il rentre pas trop dans le détail de cette partie-là. Il dit juste que c'est automatique et qu'il se débrouille. Normalement, tu demandes, d'après ce que j'ai compris, tu te demandes un certain nombre de bits de précision et il se débrouille pour les respecter. Sachant que si d'un coup il voit qu'il y a des zéros à des endroits, bah, il va utiliser la précision qui va bien en se disant, bah, en fait, c'est des zéros qui suivent, donc en fait, ça doit être bon. Donc c'est un petit peu un truc comme ça. Après, le détail du détail, pour le coup, j'ai pas. Là, pour le coup, faut trouver l'info et c'est pas facile à trouver. Donc voilà. Ok, merci Alexandre. Ouais, les infos, mine de rien, sont difficiles à trouver, hein. Et quand c'est vraiment bas niveau comme ça, c'est pour ça que je fais une présentation de retour de la GTC bah, quasiment 3 mois après la GTC. C'est parce qu'il faut le temps de récupérer toutes les infos, en fait. Ça prend du temps. Et est-ce que vous avez d'autres questions? Après, on peut terminer à 11h30. Pour une fois, on a une chance de terminer à l'heure. Sur un webinaire aussi long, c'est assez rigolo, mais. Ok, bon, bah, il y a Alexandre qui est content. Eh ben, je suis content que tu sois content. David est content aussi. Bon, ça, c'est la règle, hein. Normalement, quand on commence à avoir des merci dans le chat, il faut s'arrêter. Merci Sébastien. Bon, eh ben, si vous n'avez pas d'autres questions, eh ben, on peut dire qu'on a fini à l'heure, comme quoi il se passe des choses. Donc la semaine prochaine, ça va être de toutes les nouveautés hardware et tout ce que ça implique, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Merci Marie. Et on va partir de là et avoir toutes les nouveautés sur tout ce qui s'est passé et tous les changements d'échelle. Parce que là, vous avez vu qu'on a déjà pas mal changé d'échelle, hein, entre la A100, la H100, Grace, il y a déjà pas mal de choses. La semaine prochaine, ça va pas être la même, on va encore changer d'échelle. Et c'est aussi pour ça qu'on disait que c'était bien de savoir d'où on venait. Donc la semaine prochaine, pour le coup, si vous programmez ou vous connaissez des gens qui programmaient en C++, en Rust, en Fortran, en Python, avec NumPy, avec Numba, avec Jax, avec PyTorch, avec toutes ces choses, Panda et j'en passe, même HDF5, Parquet, des choses comme ça. Faites de la pub parce que je pense qu'ils vont être contents de l'échelle à laquelle on peut arriver avec ces softs-là. Donc ça sera pour la semaine prochaine. Il y aura beaucoup plus de soft. Là, il y avait beaucoup de hardware, cette partie-là. Il y aura beaucoup plus de soft la semaine prochaine. Et ça sera aussi 1h15, quelque chose comme ça, de présentation, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc voilà, merci Karim pour tout. Et sur ce, je vous propose qu'on s'arrête là. Et puis à la semaine prochaine pour la suite. Et comme le dit Marie dans le chat, n'oubliez pas de vous inscrire à l'école. Alors, il n'y a plus beaucoup de place, mais voilà, si vous voulez venir voir toute l'équipe de l'école et passer 2 semaines avec nous pour faire du calcul rigolo, pour le coup, n'hésitez pas. Donc, sachant qu'on vous offre le repas à Annecy. Et les bus seront gratuits. Donc, c'est important de le prendre en compte. Et donc, de la même manière, oui, je rebondis là-dessus. Je rebondis sur moi-même. Si pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas venir, ça arrive hein, d'avoir des empêchements, des choses comme ça, vous nous le dites. Et comme ça,
on peut permettre à quelqu'un d'autre sur la liste d'attente de venir. Ça évitera de gâcher des places pour l'école parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui veulent venir apparemment à Annecy. Donc, pensez à, voilà, et comme le rappelle Karim, il y a aussi les sites satellites en France. Donc, inscrivez-vous aussi sur les sites satellites, c'est important pour que eux puissent gérer de leur côté, savoir quelles personnes doivent être disponibles quel jour. Donc, voilà, c'est aussi pour ça qu'on s'inscrit, c'est que c'est une grosse organisation, hein. Donc, même pour les sites satellites, pensez à les prévenir, à dire que vous êtes sur tel site satellite à tel moment pour qu'ils sachent, eux, de leur côté, qu'est-ce qu'ils doivent, euh, qu'est-ce qu'ils doivent avoir comme personne disponible pour gérer la session et pour gérer les cours, quoi. Et sur ce, bah, je pense qu'on a tout dit. Donc, bah, merci à tous et à la semaine prochaine pour la suite de cette présentation-là. Donc, c'est vraiment une présentation coupée en deux, hein, donc, la suite la semaine prochaine.